Au cours de ce chapitre, nous allons étudier les éléments et les mécanismes qui permettent aux cellules d'exprimer le message génétique sous la forme de protéines. Nous distinguerons trois parties dans ce chapitre. La première sera consacrée au code génétique et à ses propriétés. Nous verrons ensuite les différentes molécules nécessaires à cette traduction, en particulier en termes d'information. Et enfin, nous verrons la traduction proprement dite, en particulier donc le mécanisme de cette traduction dans les cellules. La traduction est fondamentalement différente de la transcription, dans ce sens que, d'une part, nous allons avoir affaire à une macromolécule différente. En effet, il ne s'agit plus maintenant de synthétiser un polymère d'acide nucléique, que ce soit des désoxyribonucléotides ou des ribonucléotides, comme dans le cas de l'ADN ou de l'ARN, mais il s'agit maintenant donc de synthétiser un polymère formé d'acides aminés. Deuxième différence, nous allons maintenant avoir aussi un nombre de motifs différents, puisque jusqu'à présent, le nombre de motifs élémentaires dans l'ADN ou dans l'ARN était de 4, A, T, G ou C dans l'ADN, ou bien A, U, G ou C dans l'ARN. Nous avions donc une concordance, puisque un A de l'ADN correspondait à un A de l'ARN, un G à un G, un C à un C, et la seule différence était le remplacement systématique des T par des U. Dans le cas des protéines, nous avons affaire maintenant à un objet différent. D'une part, nous l'avons vu en raison de sa nature chimique, mais également des motifs, puisque les protéines sont formées de 20 acides aminés différents. Il va falloir donc imaginer un système qui permette de passer d'un message comportant 4 motifs élémentaires à un message en comportant 20. Et bien évidemment, on pense à l'utilisation d'un code de lecture permettant justement de, en quelque sorte, traduire ce message de 4 nucléotides en un message à 20 acides aminés. Ce code a été bien sûr mis en évidence. Plusieurs éléments ont contribué à cette mise en évidence. La première était un élément de déduction. En effet, je viens de dire donc qu'il faut passer d'un système à 4 éléments d'information à un système à 20 éléments d'information. Et d'une manière relativement simple, on peut penser que si on lit les bases, bien sûr, une à une, eh bien nous aurons 4 combinaisons seulement à notre disposition, A ou T ou G ou C. Par contre, si nous lisons maintenant les bases de A2, le nombre d'informations augmente, puisqu'il va être, le nombre de combinaisons possibles va être de 4 puissance 2. Nous avons donc maintenant 16 combinaisons possibles, mais là encore, nous sommes toujours à un nombre insuffisant par rapport aux 20 acides aminés. Et nous voyons que le premier niveau auquel nous allons avoir assez d'informations pour permettre, je dirais, éventuellement la traduction et la lecture sous forme de 20 acides aminés, est celui d'une lecture de 3 à 3, puisque là, nous avons 4 puissance 3 combinaisons possibles, c'est-à-dire 64 combinaisons. Nous avons même un nombre excédent par rapport aux 20 acides aminés dont nous avons besoin. Mais néanmoins, cette déduction a permis effectivement donc de mettre au point les premiers systèmes expérimentaux qui ont, je dirais, permis le décryptage de ce code génétique. En effet, les premiers systèmes ont consisté à synthétiser des ARN artificiels, ces ARN synthétiques, et ensuite donc à regarder effectivement si ces ARN synthétiques, que l'on mettait par motif de 3 éventuellement, donc étaient capables de supporter une traduction in vitro, c'est-à-dire en tube à essai. Et c'est de cette manière-là donc que d'une manière patiente, les équipes de Nirenberg d'un côté, les équipes de Corana de l'autre côté, ont dans les années 70, 1970-1980, décrypté le code génétique. Ils ont donc défini un élément élémentaire de lecture appelé le codon, formé par 3 nucléotides au niveau de la molécule d'ARN.
Voyons donc maintenant quelques-unes des propriétés de ce code génétique. Pour illustrer ces propriétés, nous allons nous servir de ce que l'on appelle le tableau du code génétique, tableau que l'on peut, déchiffrer de la manière suivante. La première position sera figurée ici par la première colonne. Ensuite, nous aurons 4 bases possibles pour la deuxième position, U, C, ou A ou G. Et bien évidemment, donc nous aurons une dernière ligne ici comportant la troisième position. Voyons maintenant le mode de lecture d'une manière un petit peu plus pratique. Prenons l'exemple d'un codon commençant par la lettre U et comportant comme deuxième lettre la lettre C. Nous avons 4 possibilités pour la troisième position, c'est-à-dire que nous pouvons avoir UCU, UCC, UCA ou UCG. Nous avons donc défini un système de combinaison où nous avions défini la première position et la deuxième. Nous pouvons faire bien sûr ceci pour toutes les positions dans ce tableau de code génétique et nous allons donc remplir en quelque sorte les différentes cases. Nous avons donc maintenant un tableau dans lequel figurent les 64 combinaisons de ces 4 nucléotides UCAG pris donc dans toutes les configurations possibles. La première propriété de ce code génétique est d'être spécifique. Cela signifie qu'à un codon donné correspond un seul acide aminé. Par exemple, si je prends le premier codon en haut à gauche, formé par UUU, eh bien, ce motif 3U correspond uniquement à la phénylalanine. De la même manière, si je prends dans la même colonne le dernier codon figurant dans la ligne en bas, GUG, eh bien ce codon spécifiera la valine et uniquement la valine. Nous avons donc une spécificité rigoureuse entre un codon et un acide aminé. La deuxième propriété provient du fait que nous avons un nombre surnuméraire de combinaisons, finalement, par rapport au nombre d'acides aminés présents dans les protéines, au nombre de 20. Et nous allons dire que le code est dégénéré, c'est-à-dire qu'un acide aminé peut être éventuellement spécifié par plusieurs codons. Et par exemple, dans l'exemple illustré figuré en rouge ici, nous voyons que l'acide aminé leucine peut être spécifié par 6 codons différents, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Nous avons donc ce que l'on appelle une dégénérescence. Mais ceci n'est pas une propriété systématique, puisque certains acides aminés ne sont spécifiés que par un seul. Par exemple, le tryptophane ne sera spécifié que par le codon UGG. D'autres seront spécifiés par 2 codons, 3 codons, voire 4 codons, ou, dans le cas de la leucine, 6 codons. La troisième propriété importante également de ce code génétique est l'existence de codons que l'on dit de ponctuation, et qui vont servir à spécifier le début de la traduction, et on parlera donc de codon initiateur. Ce codon initiateur qui démarrera, on va le voir tout à l'heure dans le mécanisme de la traduction, et le codon AUG qui spécifie pour la méthionine. De la même manière, nous aurons des messages de fin de traduction, que l'on appelle des codons stop, et qui permettront donc le décrochage du ribosome des ARN messagers lors de la traduction. Et ces codons stop sont au nombre de 3. Nous avons le codon UAA, UAG ou UGA. L'usage de n'importe quel de ces 3 codons servira donc d'arrêt de traduction. La quatrième propriété fondamentale du code génétique est celle de son universalité, puisque ce code génétique est utilisé dans tous les systèmes biologiques connus, à quelques exceptions près cependant. Ainsi, par exemple, dans les cellules eucaryotes, le code génétique utilisé pour l'expression du message génétique porté par l'ADN de la mitochondrie diffère très légèrement au niveau de quelques codons par rapport à celui de l'ADN nucléaire. Autre exemple, l'utilisation dans certaines situations, et lors de l'expression de l'ADN nucléaire, du codon stop UGA pour spécifier un acide aminé très particulier, la sélénocystéine.
Nous avons vu que, compte tenu de la dégénérescence du code génétique, un acéléminé peut être éventuellement spécifié par plusieurs codons. En analysant de manière soigneuse l'utilisation de ces codons dans les différentes protéines, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une utilisation éventuellement homogène des différents codons. Ainsi, par exemple, dans les cellules eucaryotes, et en particulier chez les mammifères, eh bien, le codon CUG, codant pour la leucine, est utilisé de manière beaucoup plus fréquente qu'un autre codon lui aussi spécifiant pour la leucine, le codon CUA. Nous avons donc une fréquence d'utilisation des codons qui peut être variable, et cette fréquence d'utilisation, en fait, peut être utilisée dans certaines situations pour réguler la traduction.
Intéressons-nous maintenant à la molécule d'ARN de transfert, ou ARNT. Les ARN de transfert ont un rôle essentiel dans la traduction, dans la mesure où ils vont permettre la correspondance entre, d'une part, un message porté par l'ARN messager sous forme de codon, et d'autre part, les acides aminés. Cette fonction impliquant cette double reconnaissance leur a valu leur définition d'adaptateurs moléculaires. Les ARNT forment une classe d'ARN qui sont homogènes en ce qui concerne leur taille, puisque cette taille est de l'ordre de 70 à 95 nucléotides. Une particularité des ARNT est le pourcentage élevé de bases qui sont engagées dans des appariements intramoléculaires, ainsi que le nombre important de bases qui subissent une modification post-transcriptionnelle, telle par exemple que les dihydrouridines. La formation d'appariements à l'intérieur de la molécule d'ARNT a pour conséquence une structuration spatiale assez particulière de cette molécule dont nous allons parler un peu plus tard. La première représentation de la molécule d'ARNT a été une représentation plane en forme de feuille de trèfle, et à partir de cette représentation, voyons les différents motifs caractéristiques de la molécule d'ARNT en partant de son extrémité 5'. Nous trouvons tout d'abord une boucle appelée boucle DHU, simplement parce que cette boucle comporte, entre autres comme base modifiée, des dihydrouridines. Un peu plus loin, si nous poursuivons sur cette molécule, nous allons trouver la boucle anticodon formée de 3 nucléotides complémentaires des différents codons spécifiés par le code génétique. Ensuite, nous trouverons une boucle appelée T-psi-C, car cette boucle contient en effet un motif particulier formé par une thymine, une pseudoiridine ainsi qu'une cytosine. Au passage, remarquons que nous avons là une exception à la règle qui était dite que l'ARN ne contient pas de thymine, puisque nous voyons effectivement que nous avons, dans ce cas particulier, une thymine. Enfin, à l'extrémité 3' de cette ARNT, nous allons trouver un motif CCA qui sera présent sur tous les ARN de transfert et qui va être responsable de la fixation de l'acide aminé. Si maintenant nous envisageons la structure spatiale réelle de cette molécule d'ARNT, structure spatiale qui a pu être définie grâce aux études cristallographiques réalisées sur des cristaux d'ARNT à l'aide de diffraction des rayons X, nous pouvons voir que la molécule a en fait une forme grossière de L inversée dans l'espace, ainsi qu'il est représenté donc sur la figure du milieu ou sur la figure de droite. Cette structure particulière dans l'espace explique en particulier l'importance de certaines régions qui vont être essentielles pour la reconnaissance de l'aminoacyle ARNT synthétase, c'est-à-dire de l'enzyme qui va être chargée de reconnaître l'ARNT pour greffer l'acide aminé ad hoc sur la position 3'. Cette structure dans l'espace a également permis de définir la distance qui séparait l'extrémité 3' sur laquelle était fixé l'acide aminé de la partie anticodon qui, elle, interagissait avec l'ARN messager. Et nous pouvons voir donc que ces deux motifs sont séparés par une distance de 8 nanomètres, ce qui, à l'échelle moléculaire, est une très grande distance, ce qui signifie donc qu'il y a une indépendance entre, d'une part, la partie 3' et la partie anticodon. Cette diapositive, obtenue à partir de données cristallographiques, montre une représentation à l'échelle des interactions entre l'aminoacyle ARNT synthétase, l'ARNT, l'ATP et l'acide aminé. On distingue ainsi le positionnement de l'ATP et de l'acide aminé vers l'extrémité 3' de l'ARNT, ainsi que les domaines d'interaction entre l'ARNT et l'enzyme, domaines d'interaction qui sont pointés par les flèches rouges.
La fonction donc de ces ARNT est double, comme je vous l'ai dit. La première, c'est d'assurer un appariement à l'ARN messager, et ceci sera rendu possible par une complémentarité entre les nucléotides formant l'anticodon et les nucléotides formant le codon sur l'ARN messager. La deuxième fonction de ces ARNT est bien sûr de fixer les acides aminés, et ceci de manière spécifique. La première étape de reconnaissance de l'acide aminé par l'ARNT, en fait, se fait sans la présence de l'ARNT. En effet, il va tout d'abord y avoir fixation de l'acide aminé sur l'aminoacyle ARNT synthétase. Nous allons avoir une double fixation, fixation de l'acide aminé et fixation d'une molécule d'ATP. Dans un deuxième temps, une fois donc ces deux molécules fixées sur l'aminoacyle ARNT synthétase, nous allons avoir activation de l'acide aminé. Cette activation va se faire par hydrolyse de la molécule d'ATP qui va libérer du pyrophosphate qui sera ensuite lui-même scindé en phosphate et nous allons avoir fixation d'une molécule d'AMP sur l'acide aminé. Nous avons donc un acide aminé AMP bien arrimé à l'enzyme. C'est seulement lorsque nous aurons cette activation de l'acide aminé que l'étape de reconnaissance de l'aminoacyle ARNT synthétase se fera vis-à-vis de l'ARNT. Donc, par exemple, si nous avons affaire à une valine ARNT synthétase, qui aura bien sûr fixé un résidu valine, puis une molécule donc d'ATP, nous aurons donc un complexe intermédiaire formé par une valine ARNT synthétase avec la valine fixée, et à ce moment-là, donc, nous aurons possibilité de reconnaître l'ARNT valine spécifique qui viendra donc se nicher grâce à sa conformation donc au niveau de l'enzyme. Ceci correspond donc à la phase de fixation permettant la reconnaissance du bon ARNT par le bon enzyme. La dernière étape va consister en un couplage entre l'acide aminé et l'ARNT, et ceci va se faire grâce à la libération de la molécule d'AMP qui avait servi à activer donc notre acide aminé, et une fois donc l'acide aminé fixé sur l'extrémité 3', donc sur ce motif CCA, eh bien nous aurons donc une libération de l'ARNT ayant fixé l'acide aminé, c'est-à-dire ce que nous appelons un aminoacyle ARNT. Et bien évidemment, l'enzyme sera à nouveau disponible pour engager un nouveau cycle de reconnaissance tout d'abord de l'acide aminé et de l'ATP, puis donc d'une nouvelle molécule d'ARNT. Une question qui a intrigué les généticiens moléculaires pendant de nombreuses années était celle des éléments qui déterminaient la reconnaissance du codon par rapport à l'acide aminé. Et il a fallu attendre le développement des outils du génie génétique pour comprendre que ce n'était pas la nature de l'anticodon qui gouvernait la fixation de l'acide aminé en position 3', mais que c'était bien effectivement la nature même de l'ARNT, en particulier sa conformation spatiale, qui permettait la reconnaissance du bon enzyme, du bon aminoacyle ARNT synthétase, pour permettre l'accrochage du bon acide aminé. Ceci peut s'illustrer par ce petit exemple. Prenons donc la situation où nous avons affaire à un ARNT cystéine qui donc comporte au niveau de sa boucle anticodon le motif GCA qui est complémentaire d'un codon spécifiant la cystéine au niveau de l'ARN messager. D'une manière physiologique, cet ARNT, normalement, donc, sera reconnu par la cystéinyle ARNT synthétase et nous aurons donc greffage d'une molécule de cystéine en position 3'. Si maintenant nous modifions quelques-uns des nucléotides conformant cet ARNT, donc ce que nous avons représenté ici par ces points noirs qui figurent les nucléotides modifiés, eh bien, en introduisant ces modifications volontaires, nous pouvons éventuellement
changer la structure tridimensionnelle de cet ARNT, et cet ARNT en fait ne sera plus reconnaissable par la cystéinyl ARNT synthétase, mais éventuellement pourra être reconnu par exemple par une alanyl ARNT synthétase. Et dans ces conditions, nous allons pouvoir fixer un motif alanine, un acide aminé alanine en position 3', quand bien même nous avons toujours le même anticodon cystéine. Ceci était donc la démonstration que l'élément primordial dans la reconnaissance des acides aminés n'était pas l'anticodon, mais était en fait la structure tridimensionnelle de l'ARNT. Une autre propriété de ces ARN de transfert, connue donc également depuis quelques années, est la notion d'ARNT isoaccepteur, ou également donc ce qu'on appelle de position de flottement, où en anglo-saxon on trouve très souvent le terme dans les manuels de wobble, pour justement flottement, et qui peut s'illustrer de la manière suivante. Nous avons vu par exemple que, compte tenu de la dégénérescence du code génétique, plusieurs codons peuvent spécifier éventuellement pour le même acide aminé. Par exemple, ici nous avons deux motifs, le motif GCU ou GCC. Eh bien, suivant le code génétique, ces deux motifs peuvent effectivement correspondre à une alanine. Ce qui veut dire qu'il va donc y avoir deux ARNT capables éventuellement, bien sûr, de s'apparier à ces deux codons. Le premier ARNT aura un anticodon AGC complémentaire, donc du motif GCU, et le deuxième donc aura un anticodon GGC complémentaire du motif GCC. Donc nous avons jusqu'à là quelque chose de tout à fait normal. Eh bien, on s'est aperçu en fait qu'il y avait une certaine tolérance au niveau de ces anticodons, puisqu'en réalisant la synthèse d'un ARNT artificiel, dans lequel un des nucléotides de l'anticodon, en l'occurrence c'était ici soit le A, soit le G, était remplacé par leur précurseur, une inosine. On avait donc un anticodon maintenant de type IGC. Eh bien, cet anticodon était capable de reconnaître les deux codons, soit GCU, soit GCC. Nous avions donc une tolérance, en particulier illustrée par cette position de reconnaissance du troisième nucléotide du codon, ce qui correspond bien sûr au premier nucléotide de l'anticodon, puisque nous parlons système complémentaire. Les ARNT suppresseurs sont des ARNT capables de supprimer l'effet de certaines mutations. Ils ont particulièrement été étudiés chez la bactérie Escherichia coli ainsi que chez la levure. Mais ils ont également été identifiés chez les mammifères. Supposons une mutation non-sens qui engendre un codon stop de type UAG, codon stop entraînant la terminaison prématurée de la chaîne polypeptidique en cours de synthèse. Une seconde mutation, touchant par exemple l'anticodon 5'GUA d'un ARNT tyrosine, et qui le transformerait donc en anticodon 5'CUA, peut éventuellement engendrer un ARNT tyrosine capable de s'apparier au codon stop 5'UAG. Ceci permettra l'incorporation d'un acide aminé à la chaîne polypeptidique dont la synthèse peut alors se poursuivre. De tels ARNT sont appelés ARNT suppresseurs. Les mutations qui peuvent toucher les ARN de transfert sont éventuellement source de pathologie. Par exemple, la mutation 3243A de G du gène mitochondrial codant pour un ARNT particulier, l'ARNT permettant l'incorporation de la leucine, est responsable d'une encéphalopathie mitochondriale appelée MELAS, qui est en fait un acronyme anglo-saxon signifiant donc nous avons affaire à une épilepsie myoclonique avec une acidose lactique et des accidents donc cérébrovasculaires. Cette mutation va modifier en fait la structure de la RNT et va induire
Une absence de synthèse d'une uridine modifiée au niveau de la boucle anticodon qui va donc modifier la reconnaissance, bien évidemment, des codons de l'ARN messager. Donc en situation normale, nous voyons que l'ARNT leucine mitochondriale possède au niveau de son anticodon un motif anticodon UAA, où le U est en fait une méthyluridine modifiée. Donc en situation normale, cette ARNT est capable de reconnaître tout aussi bien le codon alanine UUG ou le codon alanine UUA. Dans la situation pathologique, à la suite de cette mutation donc, qui modifie la structure tridimensionnelle de l'enzyme, celui-ci n'est plus reconnu par les enzymes de modification et nous n'avons donc plus d'uridine modifiée au niveau de l'anticodon. À ce moment-là, eh bien, cet anticodon va être beaucoup plus, je dirais, spécifique et, par exemple, ne reconnaîtra plus l'un des deux codons, en particulier le codon UUG, ce qui va bien sûr diminuer l'efficacité des traductions. Cette efficacité de la traduction va se traduire naturellement au niveau de la synthèse des protéines mitochondriales, et ces protéines mitochondriales étant essentiellement des protéines destinées à la synthèse de la chaîne respiratoire, nous allons avoir très rapidement un déficit énergétique qui va s'installer dans ces cellules. Donc nous avons ici l'exemple d'une mutation affectant la structure d'un ARN de transfert et bien sûr modifiant et perturbant la traduction, ce qui, au niveau cellulaire, bien sûr, s'accompagne de dommages plus ou moins sévères. La traduction a été mise en évidence par plusieurs types d'expériences. La première, l'expérience célèbre mise en place par Brenner, Jacob et Meselson, qui ont montré, les premiers, qu'il existait un complexe formé entre le ribosome et l'ARN messager et qui était nécessaire à la traduction. Le deuxième type d'expérience qui a été utilisé pour disséquer le mécanisme de traduction a été la réalisation de synthèses protéiques dans des systèmes acellulaires, c'est-à-dire en tube à essai, et qui ont donc permis de mettre en évidence les différents facteurs impliqués dans cette traduction. La première étape de la traduction, nous en avons déjà parlé, puisqu'il s'agit de l'activation des acides aminés par les aminoacides ARNT synthétase, activation qui permet donc le greffage de l'acide aminé sur l'ARNT correspondant. Nous allons maintenant nous intéresser au mécanisme proprement dit de la synthèse protéique au niveau du ribosome. Avant cela, voyons tout d'abord quelques caractéristiques de ce ribosome dont nous allons reparler un petit peu plus tard. Alors je vous rappelle que le ribosome est formé de deux sous-unités, une petite sous-unité appelée sous-unité 40S et une grande sous-unité appelée sous-unité 60S. Au sein de ce ribosome, nous distinguerons plusieurs sites. En particulier, nous parlerons du site A, du site P, et nous verrons qu'à ce niveau vont se positionner les différents codons de l'ARN messager. Nous parlerons également du site E, comme d'un site en quelque sorte d'échappement. La traduction va donc démarrer par une première phase, dite phase d'initiation. La première étape, pour que cette traduction ait lieu, est que les deux sous-unités du ribosome soient dissociées. Cette dissociation entre la sous-unité 60S et la sous-unité 40S va être réalisée grâce à une interaction avec des facteurs d'initiation. Au passage, parlons un petit peu de la nomenclature de ces facteurs. Nous allons parler donc de facteur IF pour facteur d'initiation. Et le petit préfixe petit e devant ce IF, en fait, signifie simplement que nous avons affaire à des facteurs d'initiation des cellules eucaryotes. Une fois ces deux sous-unités du ribosome dissociées, nous allons maintenant nous intéresser au premier ARNT qui va reconnaître cette sous-unité du ribosome, donc qui va être l'ARNT initiateur. Cet ARNT initiateur résulte d'une association entre trois composés. Tout d'abord, une molécule de facteur d'initiation EIF2, une molécule de GTP, qui je vous rappelle est un nucléotide triphosphate susceptible d'être hydrolysé, donc de fournir de l'énergie, et puis donc un ARNT couplé à la méthionine, puisque nous avons vu lors du code génétique que le codon initiateur était le codon méthionine. Ces trois composés forment donc un complexe ternaire, ARNT, facteur d'initiation, GTP.
Une fois ce complexe ternaire associé, il va y avoir une reconnaissance en présence d'un autre facteur d'initiation et d'une molécule de GTP pour que cet ARNT initiateur puisse reconnaître le site P présent sur la sous-unité 40S, la petite unité du ribosome. Nous avons donc maintenant formé ce que l'on appelle le complexe de préinitiation ou complexe 43S. L'étape suivante va consister en la reconnaissance de ce complexe de préinitiation par la molécule d'ARN. Cette reconnaissance va tout d'abord impliquer qu'un facteur d'initiation s'associe à l'extrémité 5' de notre ARN avant le codon d'initiation, le codon AUG, dans cette région donc, que nous avons baptisée la région 5' non traduite ou 5' donc UTR. À ce niveau-là, comme nous le voyons sur ce schéma, à droite, le facteur d'initiation EIF4F s'associe avec l'extrémité du ribosome, modifie éventuellement la conformation de la structure ARN et va ensuite permettre donc la reconnaissance de cette extrémité 5' de l'ARN messager envers la petite sous-unité. Vous voyez donc sur ce schéma que nous avons un positionnement de l'extrémité 5' au niveau donc du site A et du site P de la petite sous-unité du ribosome. L'étape suivante va impliquer une mobilité, une avancée de l'ARN messager, de manière à venir positionner le premier codon, le codon dit de départ, le codon start, qui correspond donc à une méthionine, code génétique AUG, à venir positionner donc ce codon d'initiation, ce codon de départ, en face du site sur lequel était fixé notre ARN initiateur, donc en face du site P. Cette avancée de l'ARN messager va nécessiter de l'énergie, énergie fournie en particulier par l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Et à la fin de cette étape, nous avons donc maintenant la première pièce du puzzle de la future protéine, puisque nous avons positionné en face du codon initiateur méthionine, nous avons positionné maintenant l'ARNT initiateur portant lui-même une méthionine. À partir de ce moment-là, nous allons donc engager, je dirais, la formation de la machinerie ribosomale, et en particulier, donc, nous allons maintenant avoir association de la grande sous-unité qui va venir en quelque sorte recouvrir cette structure, ce complexe de préinitiation, et permettre donc à la machinerie ribosomale d'être pratiquement prête à commencer la synthèse de la protéine. Cette fixation de la grande sous-unité ribosomale s'accompagne en parallèle de la dissociation de certains des facteurs qui étaient précédemment fixés donc, sur ce complexe de préinitiation, comme il est indiqué sur ce schéma. À la fin de cette étape, nous voilà donc avec le premier ARNT sur le site P, et nous voyons donc que juste à côté, le site A est donc libre, et en face de ce site A, nous avons en fait le deuxième codon, c'est-à-dire celui qui va accueillir le deuxième acide aminé. À partir de maintenant, nous quittons donc la phase d'initiation pour rentrer dans ce que l'on appelle la phase d'élongation, c'est-à-dire la phase qui va permettre l'accrochage des différents acides aminés un à un au fur et à mesure que l'ARN messager sera lu codon par codon. La première étape de l'élongation va permettre la fixation d'un ARNT portant le deuxième acide aminé, spécifié donc par le deuxième codon, en présence d'un facteur maintenant non plus d'initiation mais d'un facteur d'élongation, que nous allons donc appeler EF, et en présence de ce facteur d'élongation, nous allons donc avoir occupation du site A par le deuxième ARNT. Nous avons donc maintenant présent en même temps dans le ribosome les deux premiers acides aminés, la méthionine au niveau du site P et le deuxième acide aminé de la protéine au niveau du site A. Nous allons maintenant ensuite avoir intervention d'un nouveau facteur d'élongation, EF2, avec à nouveau apport d'énergie sous forme de GTP, et par l'intermédiaire d'une activité de type peptidyltransférase portée par l'une des sous-unités du ribosome, nous allons en fait avoir translocation de la méthionine sur, je dirais, le deuxième acide aminé. Nous avons donc le début de la chaîne protéique qui est en train de s'amorcer, avec la méthionine en position N-terminale de la future protéine, et bien naturellement, figuré ici en rouge, le deuxième acide aminé.
Nous voyons donc que nous avons déchargé en fait l'ARNT qui était présent sur le site P et que la protéine a été transférée de manière transitoire sur l'ARNT portée par le site A. L'étape suivante va être une étape de translocation, c'est-à-dire que nous allons avoir avancé d'un cran, d'un codon en quelque sorte, de notre ARN messager, et nous voyons donc que l'ancien ARNT vidé de sa méthionine est maintenant sur le site E, le site P est occupé par la chaîne naissante protéine, et le site A, libéré, donc, a pour le moment comme occupant une molécule de GDP. Cette molécule de GDP va ensuite être éjectée, et nous allons avoir donc, nous retrouvons pratiquement la situation de départ, avec le site P occupé par un ARNT portant la chaîne naissante protéique, le site A libre, et le site E à son tour donc à nouveau libre. Nous allons pouvoir recommencer le cycle, c'est-à-dire fixer au niveau du site A le troisième acide aminé, grâce à l'intervention à nouveau du facteur d'élongation EF1, et nous allons de cette manière-là donc enclencher un nouveau cycle permettant la synthèse de la protéine, donc du troisième acide aminé. Et ce, ainsi de suite, au fur et à mesure donc que l'ARN messager pourra avancer de codon en codon. Bien évidemment, cet ARN messager porte une information finie, c'est-à-dire un nombre fixe de codons, et lorsque nous allons arriver au dernier codon, qui est le codon stop, dit stop, un des trois codons donc spécifiés par le code génétique, nous allons donc avoir arrêt de la synthèse protéique, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la phase de terminaison. Cette phase de terminaison se passe de la manière suivante. La chaîne naissante est donc portée, la chaîne maintenant pratiquement finie de la protéine, est donc portée par la RNT positionnée sur le site P, et au niveau du site A, au lieu d'avoir un nouvel ARNT qui vient se positionner, nous avons maintenant un facteur de relâchement, RF, donc pour facteur de relâchement, qui vient se positionner. Ce facteur de relâchement va recruter un deuxième facteur de relâchement appelé RF3, va recruter également une molécule de GTP, et l'hydrolyse de cette molécule de GTP va fournir l'énergie permettant la libération de la chaîne peptidique. Nous avons donc la synthèse protéique est terminée, et nous avons donc le relâchement des différents occupants des sites A, des sites P et des sites E. La dernière étape consiste à nouveau en fixation d'une molécule de GTP. Et enfin, donc, nous retrouvons le premier facteur d'initiation, IF3, dont nous avions déjà vu tout à l'heure la fonction pour dissocier les deux molécules, les deux sous-unités ribosomales. Et cette intervention donc, du facteur IF3, couplée à l'hydrolyse de la molécule de GTP, va permettre la dissociation des deux sous-unités ribosomales, petite sous-unité et grande sous-unité, et ces deux sous-unités vont à nouveau donc pouvoir réenclencher un cycle de synthèse protéique, c'est-à-dire que la petite sous-unité va pouvoir à nouveau donc fixer une molécule d'ARNT initiateur et ensuite reconnaître un nouvel ARN messager et recommencer donc un cycle de synthèse protéique. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, nous avons fait intervenir des molécules triphosphates, que ce soit du GTP ou que ce soit de l'ATP. En effet, la synthèse protéique est une synthèse qui est très consommatrice d'énergie, et nous pouvons, de manière assez simple, faire la synthèse de cette consommation d'énergie. Premier niveau de consommation d'énergie, nous avons vu que lors de la synthèse de la RNT acide aminé, c'est-à-dire lors de l'activation, nous allons avoir besoin d'une molécule d'ATP. Rappelez-vous donc pour faire cet intermédiaire acide aminé AMP qui permet ensuite donc la fixation sur la RNT. Au moment de l'initiation, nous avons bien sûr intervention d'un certain nombre de facteurs d'initiation et d'ARNT initiateurs, mais nous avons vu également donc que nous avons besoin d'énergie apportée sous forme de deux molécules de GTP et une molécule d'ATP. L'élongation elle-même, c'est-à-dire l'accrochage successif des différents acides aminés, fait intervenir des facteurs d'élongation, mais fait intervenir également donc des molécules énergétiques sous forme de deux molécules de GTP. Et puis finalement, l'étape de terminaison, impliquant donc les facteurs de relâchement, à son tour, utilise donc de l'énergie sous forme de deux molécules de GTP. Si nous imaginons une protéine qui ferait 100 acides aminés, eh bien en fait nous pouvons voir que le coût énergétique est très important puisque nous aurions besoin d'une molécule d'ATP multipliée par 100 puisque nous allons activer 100 acides aminés, ensuite une phase d'initiation consommant deux molécules de GTP et une molécule d'ATP,
une phase d'élongation qui va être répétée 99 fois parce que nous allons accrocher 99 acides aminés consommant 2 GTP, et bien sûr une étape de terminaison. Donc au total, nous avons consommé plusieurs, je dirais, dizaines de molécules de nucléotides triphosphate, c'est-à-dire effectivement que la synthèse protéique a un coût énergétique très élevé pour la cellule. Ceci explique en particulier que lorsqu'il y a un déficit énergétique dans la cellule, on peut avoir très rapidement une répercussion au niveau de la vie cellulaire, tout simplement par un déficit de la synthèse protéique. Afin d'accroître l'efficacité du système de traduction, on s'est aperçu que les ribosomes permettent en fait une amplification, je dirais simultanée, de plusieurs chaînes protéiques. C'est-à-dire que sitôt qu'un des ribosomes a commencé à lire finalement l'ARN messager et commence à avancer sur cet ARN messager, il va y avoir possibilité de fixation d'un deuxième ribosome, puis d'un troisième, puis d'un quatrième, de manière à former un petit train en quelque sorte, qui va assurer une lecture, je dirais, simultanée par plusieurs unités ribosomales du même ARN messager. Tout ceci, bien évidemment, dans un but d'efficacité et d'améliorer autant que se faire se peut la production de protéines. Cette vision purement schématique pour le moment est quelque chose que l'on peut observer dans la nature, puisque nous avons par exemple ici, sur ce cliché de microscopie électronique, nous discernons assez nettement la molécule d'ARN formée par ce petit trait noir donc reliant les grandes sous-unités, les grandes masses sombres, qui en fait ne sont rien d'autre que des ribosomes. Donc nous avons une structure de ce que l'on appelle un polyribosome, c'est-à-dire un chapelet de ribosomes posés sur le même ARN messager. De la même manière que la réplication mitochondriale ou la transcription de l'ADN dans la mitochondrie est un cas un petit peu particulier dans les cellules eucaryotes, la synthèse des protéines dans la mitochondrie est également donc légèrement différente de la synthèse des protéines codées par l'ADN nucléaire. Le mécanisme général est bien sûr très proche, en particulier donc dans l'assemblage des ribosomes, mais il y a quelques différences. Première différence, la nature des ribosomes composant les deux sous-unités des ribosomes mitochondriaux est différente, puisque nous avons affaire ici à un ARN 16S pour la grande sous-unité et un ARN 12S pour la petite sous-unité. La deuxième différence que nous pouvons observer est celle de l'ARN initiateur. Nous avions vu que pour la synthèse des protéines nucléaires, il s'agissait d'une méthionine. Ici, nous avons affaire à une formylméthionine donc, qui va être couplée à l'ARNT initiateur. Et puis enfin, la troisième différence dont nous avions déjà parlé est bien sûr l'existence d'un code génétique légèrement différent pour la synthèse des protéines mitochondriales. Ce mécanisme de synthèse sur des ribosomes ou des polyribosomes est le mécanisme que l'on trouve le plus fréquemment dans la cellule, en particulier pour les protéines qui vont être destinées par exemple à aller dans les mitochondries, à rejoindre les peroxysomes, tout simplement à rester dans le cytosol ou éventuellement à rejoindre donc le noyau. Puisque effectivement les cellules sont formées par différents compartiments et si la synthèse des protéines se fait dans le cytosol, il y a un certain nombre de mécanismes d'adressage qui seront évoqués plus tard dans le cours de biologie cellulaire et qui permettent à ces différentes protéines de rejoindre le compartiment de fonction. Je voudrais cependant parler d'un cas un petit peu particulier de synthèse protéique où la synthèse protéique va être couplée à l'adressage dans le compartiment. Et ce mécanisme concerne les protéines qui vont transiter par le réticulum endoplasmique, ensuite par les vésicules de transport permettant de rejoindre l'appareil de Golgi, les vésicules sécrétoires permettant de rejoindre la membrane plasmique pour éventuellement donc être libérées à l'extérieur. Nous avons donc ici une voie un petit peu particulière où nous allons voir que la synthèse protéique est couplée directement au transport de la protéine dans le compartiment. Sur cette vision relativement simple, nous voyons figurer sous forme de points noirs les ribosomes donc, qui vont se positionner au niveau du réticulum endoplasmique, c'est-à-dire cette structure périnucléaire, et cette présence de ribosomes a permis de donner un nom un petit peu particulier à ce réticulum endoplasmique. On parle en effet de réticulum endoplasmique rugueux pour, je dirais, illustrer cette présence de ribosomes à la surface du réticulum de la membrane réticulaire. Le mécanisme dont nous allons parler donc maintenant porte un nom et on appelle ce mécanisme le mécanisme d'insertion co-traductionnelle. La première étape de ce mécanisme d'insertion co-traductionnelle est tout à fait similaire à ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire que nous avons assemblage de sous-unités 40S, sous-unités 60S, qui va reconnaître donc notre ARN messager, va utiliser
un ARNT initiateur formé donc par une méthionine, et les premières étapes de la synthèse protéique ne différeront en rien de ce que nous avons évoqué jusqu'à présent. La différence va maintenant survenir puisque les protéines qui empruntent cette voie particulière qui va passer par le réticulum commencent toutes par ce que l'on appelle un peptide signal, c'est-à-dire que nous avons un enchaînement d'acides aminés particuliers qui forment donc ce peptide signal, et ce peptide signal va être reconnu très rapidement par une protéine particulière appelée particule de reconnaissance du peptide signal, ou SRP. Cette protéine va se fixer sur le peptide signal, et en se fixant sur le peptide signal, va arrêter transitoirement la synthèse protéique au niveau du ribosome. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte une pause dans la synthèse protéique. Ensuite, ce complexe ribosome, ARN messager, protéine arrêtée en cours de synthèse et particules de reconnaissance du peptide signal fixé va être reconnu par, au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, va être reconnu par un récepteur particulier donc de la protéine SRP qui va permettre l'arrimage de ce gros complexe ribosomal. Ce complexe ribosomal va être ensuite stabilisé par des protéines qu'on appelle des ribophorines. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là, une fois le complexe ribosomal attaché et arrimé à la membrane du réticulum, que la synthèse protéique va pouvoir reprendre grâce à la libération ou détachement de la particule de reconnaissance du peptide signal. Mais la synthèse protéique qui redémarre d'une manière un petit peu particulière puisque la chaîne protéique naissante en fait a été transférée vers l'intérieur du réticulum endoplasmique et au fur et à mesure que la chaîne protéique va s'allonger grâce à la lecture de l'ARN messager, eh bien nous allons retrouver en fait cette protéine à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Ensuite, une peptidase présente dans le réticulum endoplasmique viendra cliver l'extrémité de la protéine naissante, le peptide signal, et la protéine se retrouvera donc dans le réticulum endoplasmique où elle pourra ensuite être exportée vers l'appareil de Golgi, vers la membrane plasmique, grâce à des vésicules donc de transport. Ce mécanisme est donc un petit peu particulier puisque nous avons en même temps que la synthèse, nous avons un transfert dans un compartiment particulier qui est celui du réticulum endoplasmique. C'est pour cela que l'on parle d'insertion co-traductionnelle. Voici donc résumé sur cette dernière planche l'intégralité de ce cycle d'insertion co-traductionnelle, partant donc de la synthèse par assemblage au niveau ribosomal jusqu'à l'insertion finale de la protéine dans le réticulum endoplasmique. Nous avons vu que le mécanisme de traduction au niveau des ribosomes impliquait de très nombreuses étapes. Il est clair que ces différentes étapes sont des sites privilégiés d'interaction avec des molécules permettant ou qui seraient développées afin de bloquer la traduction. Tout particulièrement, bien évidemment, lorsque l'on s'intéresse à la traduction, mécanisme de traduction chez les bactéries. En effet, si l'on est capable de bloquer le mécanisme de la traduction des protéines bactériennes, nous allons donc pouvoir développer des molécules à visée antibiotique. Sur cette diapositive sont représentées un certain nombre de molécules avec leur étape de ciblage au niveau donc, du mécanisme de traduction. Les molécules qui sont figurées en noir sont à viser plus particulièrement du mécanisme de traduction des prokaryotes. Celles qui sont figurées en bleu sont également actives sur la traduction des cellules eucaryotes. Ainsi, par exemple, la streptomycine, qui était un antibiotique qui a été utilisé, qui est maintenant abandonné, agissait en perturbant l'étape d'initiation, l'étape de reconnaissance au niveau donc de l'ARNT initiateur. Le chloramphénicol ou la cycloheximide agissent, eux, en modifiant, perturbant le transfert du peptide lors de la phase d'élongation. La tétracycline, la gentamicine, la néomycine, antibiotiques extrêmement courants, sont utilisés grâce à leur action antibiotique au niveau donc du site A, modifiant donc la reconnaissance du site A par les ARNT. D'autres antibiotiques, comme l'acide fusidique, l'érythromycine,
vont agir au niveau de la translocation, de l'élongation, de la sortie du peptide, de la sortie des facteurs d'élongation. Donc vous voyez qu'il existe donc de très nombreuses cibles capables d'être reconnues, d'interagir avec les différentes étapes du mécanisme de traduction et permettant donc d'avoir des molécules thérapeutiques, en particulier destinées à combattre les infections bactériennes.